Bonsoir, nous sommes en direct à l'Ubu avec Esteve Riambau, le directeur de la Filmothèque de Catalogne, qui est venu rendre visite, mais service aussi peut-être, à l'Institut Jean Vigo, la Filmothèque de Perpignan, pour présenter un cycle de cinéma catalan, en catalan aussi dans la foulée, mais aussi des fois en espagnol, parce que ce sont des films historiques. Et même en français. Et même en français. On pousse un peu loin le bouchon. Donc, ce soir, on commence ce soir par 4 films. Oui. Senyor Rumbo, doncs, quins són aquests films? Bé, bona tarda. Je suis ravi d'être à Perpignan. Mon histoire cinéphile passe par cette ville, passe par confrontation avec beaucoup d'amis. Et c'est un plaisir, un honneur que l'Institut Jean Vigo nous a offert cette carte blanche. Et pour répondre à la carte blanche, on est venu avec notre valise de petits bijoux. Et alors, il y aura 4 séances avec de films. C'est pas l'histoire du cinéma catalan, bien sûr, mais ce sont des films très représentatifs de cette histoire et aussi de notre travail comme archive pour la préservation de ces patrimoines. C'est la reconstitution de l'image de la Catalogne. Ce sont des images de la Catalogne parce qu'il y a la guerre. Il y a une petite bonus que c'est un travelling en tramway qui croise la Barcelone de 1909. Et après il y a. C'est le tramway qui a écrasé Gaudi? Non. Malheureusement, il y avait personne qui filmait cet événement parce que il aurait devenu milliardaire en étant le propriétaire de cet événement. Je parle sérieusement, il n'y a pas des images cinématographiques de Gaudi. Il y a des photos, mais il n'y a pas des images. Il y a un film sur Gaudi et on a falsifié toutes les images avec des acteurs, etc. parce qu'il n'y a pas des images filmées de Gaudi. Mais l'image est déjà une falsification d'elle-même, c'est une copie du réel. Enfin, si je m'en tiens à Platon. Oui, mais ça, on irait beaucoup trop loin. Bon, il y a le voyage en tramway, il y a la guerre d'Espagne avec le documentaire de Films. Alors, il y a un film très très intéressant, très peu connu, qu'on a récupéré, qui s'appelle Une vie dans l'ombre, c'est l'histoire d'un cinéphile avant la guerre, pendant la guerre et pendant Franco aussi. C'est une fiction? C'est une fiction. Après, il y a la poivre à brûler, c'est la Catalogne des années 60 où se croisent ces deux peaux qui se brûlent au soleil, celle des immigrants qui viennent du sud de l'Espagne pour bâtir les hôtels de la Costa Brava, où viennent les touristes pour prendre le soleil dans les plages. Et finalement, il y a La Place del Diamant, le film de Francesc Betriu, que lui-même viendra présenter. C'est un grand roman de Marcel Rodoreda qui aussi croise l'histoire de la Catalogne. Alors, la Filmothèque, vous avez un rôle très compliqué, peut-être surtout en ce moment. Depuis le 1 d'octobre, donc le référendum sur l'indépendance de la Catalogne. Est-ce que vous êtes gardien de l'identité catalane en tant que Filmothèque de Catalogne? La Filmothèque de Catalogne, c'est une institution publique qui appartient 100% au département de culture du gouvernement catalan. Donc on n'est pas subventionné, on est dans le gouvernement catalan. Et alors, notre responsabilité par la loi de cinéma de 2010, c'est la préservation et la diffusion du patrimoine cinématographique. Moment difficile, oui. Le 1er octobre, difficile, mais il était déjà auparavant difficile. Oui, des antécédents. Je suis arrivé, je parle globalement, je suis arrivé au poste pour ouvrir les 2 nouveaux sites de la Filmothèque, l'un au centre de Barcelone, au Raval, au Barri Chino de Barcelone, et l'autre c'est notre archive à Terrassa. Nous avons là notre collection de films, il y a presque 200 000 bobines de films. Moment compliqué parce qu'il n'y a pas seulement de bobines de filmer, maintenant il y a des fichiers numériques qu'il faut préserver aussi. Je ne sais pas très bien comment, mais numérique que du film finalement. C'est plus compliqué, plus cher et plus incertain. Et j'ai calculé, préserver un film numérique, c'est entre 6 et 10 fois plus cher
qu'analogique. Ah d'accord. Parce qu'auparavant, c'était une boîte. Oui, On voilà. mettait dans le frigo et on allumait le frigo et on partait. Maintenant, c'est pas un frigo. Maintenant, c'est un super ordinateur où il faut faire de miroirs numériques, il faut faire de... On ne sait jamais qu'est-ce qui va passer dans 2 années avec l'informatique. Donc, je crois que vous vous souvenez comme moi de ces petits disques carrés qu'on mettait dans On appelle les disquettes, oui, il me C'est semble. ça. Ouais. Et maintenant, même si vous avez les disquettes, il n'y a pas de trou où Oui, mettre oui, le voilà, disque. C'est ça. Il faut les appareils pour retrouver, etc., Alors, etc. Donc la conservation, d'autant que les normes changent, etc., on va pas faire un laïus. Plus cher, plus compliqué, plus incertain. Alors, est-ce que vous avez, c'est quoi votre objectif en tant que filmothèque? Bon, la conservation, etc., mais vous conservez les images pour en donner, Absolument. à penser. Absolument. Voilà. J'appartiens à l'école Henri Langlois. Il n'y a pas de sens de conserver le patrimoine, sinon si ce n'est pas pour la diffusion. Alors il faut préserver le passé pour le futur. Et la première chose que je fais, et je rigole pas, la première chose que je fais en arrivant à la Filmothèque, c'est de créer des services pédagogiques pour les enfants. Et alors maintenant, il y a les projections régulières les après-midi, le soir, bien sûr, mais il y a des activités scolaires chaque jour pendant tout le cours scolaire pour former de nouveaux spectateurs. Alors, on va parler, parce que j'ai fait un peu d'histoire dans ma carrière universitaire. Michel qui est là disait que j'étais pas un historien, mais un moine chroniqueur du 8e siècle. Moi, ça m'arrange bien. Et l'idée, c'est l'objectivité de l'historien. C'est une grande question à un moment donné. Est-ce que vous croyez à l'objectivité de la cinémathèque? La conservation, c'est une chose, mais l'objectivité, parce que quand on choisit de conserver et de montrer quelque chose, c'est un choix et, j'irais jusqu'à dire, gramsciquement parlant, politique. Absolument, absolument. Il y a quelqu'un qui disait... quand je viens de l'université, je viens de la critique du cinéma, historien du cinéma, alors programmer c'est critiquer, programmer c'est construire un récit de l'histoire. Et dans ce sens-là, avec mon collègue directeur adjoint Octavio Martí, on partage le même principe et si on nous accuse parfois d'éclectique, pour nous, éclectique c'est pas un mauvais péjorateur, mais c'est un éloge. C'est un éloge parce que ça veut dire que, comme institution publique, ce que nous faisons, c'est d'ouvrir nos archives, notre programmation en public le plus large possible, dans le cadre d'une cinémathèque, bien sûr. Donc, vous avez une salle de projection, j'imagine, à Barcelone. Deux. La jauge est à combien? La taille de la salle. La petite salle qui s'appelle justement Laia Films, en honneur des cinéastes antifranquistes pendant la guerre d'Espagne. Laia Films, elle a 175 places. Et la grande salle qui s'appelle Chaumont, en honneur du pionnier du cinéma en Catalogne, qui a travaillé aussi à Paris, à Torino, elle a 360 places. 360. Là, ça commence à faire du monde. C'est une vraie joie de voir la grande salle pleine. Est-ce qu'on peut parler du public qui vient voir? Quel genre de public vient? Est-ce qu'il y a du ou c'est quand même sociotypé, si j'ose dire? Est-ce qu'il y a un genre de personnes qui vient vous voir plutôt? Je crois que si on connaît un petit peu le monde de la cinémathèque, je crois qu'il y a un public de cinémathèque et c'est un public pareil pour toutes les cinémathèques du monde. Il y a 2 ans, j'étais en vacances au Japon, je suis allé visiter mon ami à la cinémathèque de Tokyo et j'ai vu une séance et il y avait le même archétype de cinémathèque. Ceci dit, je partage aussi ce que mon ancien collègue à la Cinémathèque française, Serge Touviana, disait. Il faut faire la guerre aux cheveux blancs. Même si nous avons les cheveux blancs, il faut rejeunir le public. C'est pour ça qu'on envisage les écoles. À mon avis, je crois qu'il y a une génération perdue, celle de tardo-adolescents, jeunes, très jeunes. Toujours pour reciter Gramsci, entre
deux époques et dans l'intervalle, cette génération perdue sont des monstres. C'est ça, c'est ça. Mais quand même, nous avons des publics de 30 ans, ça c'est très bien. Et je peux raconter une histoire qui m'a plu beaucoup. Nous avons amené, pour une séance cinéma muet avec la musique électronique, nous avons amené la meilleure copie existant au monde de Nosferatu de Murnau. Ouais. Alors, c'est la restauration qui est Murnau Stiftung, avec des intertitres parfaits, des séquences qu'on n'avait vues jamais, des couleurs, tout. Et on a passé, la grande salle était pleine, 300 personnes, beaucoup de jeunes, et la musique électronique qui créait une sorte d'ambiance gothique. Et à la sortie, j'étais là en écoutant, anonymement, j'étais là en écoutant, et une fille a dit, le film est pas mal, la musique est géniale. C'est déjà bien. Ça fera plaisir à Murnau. Si une jeune fille dit à Murnau, c'est pas mal, c'est déjà quelque chose. Et une bonne commandement. Exactement. Donc, alors, quel est l'enjeu des images qu'on va montrer ce soir? Justement, c'est pas anodin, on revient sur ce qui va être montré ce soir, que ce soit montré à Perpignan, on est un peu aussi en Catalogne, je dirais qu'on est des Catalans alternatifs comme le courant. Qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message finalement? Non, c'est un message polémique du point de vue historique, parce que l'Aia Films, comme je dis, c'était la maison de production du gouvernement républicain catalan pendant la guerre. Alors, c'était un dispositif qui était dans un commissariat de propagande, qui était mené par Jaume Miravilles, qui était quelqu'un important dans le monde de la culture, un peu sur la grande ombre d'André Malraux, ils étaient des amis. C'est Miravilles qui a accueilli Malraux à Barcelone pour l'aider dans le tournage de l'Espoir, par exemple. Et dans cet esprit, il disait toujours, pourquoi, si les dictatures de droite ont des commissariats de propagande très efficaces, pourquoi ne pas créer un commissariat de gauche, culturel de gauche? C'est ça qu'on a fait en Catalogne. Et là, la modernité, c'était d'y mettre aussi le cinéma. Et c'est pas par hasard qu'il a appelé son ami Jean Castagnet, peintre catalan qui était en France, exilé depuis la dictature de Primo de Rivera. Il était figurant avec Louis Buñuel, il était décorateur et scénariste pour Jean Renoir, il était ami de Picasso, et c'est lui qui est venu pour se mettre en tête de l'Aia Films. Et alors l'Aia Films, il avait un objectif très clair. D'une part, informer la population avec un hebdomadaire. D'autre part, produire des documentaires qui montraient que même s'il y avait la guerre, le trésor de la Catalogne, il fallait le préserver face à la menace du fascisme. Et troisièmement, parvenir à lancer des alarmes à l'Europe, notamment la France et l'Angleterre, pour casser le blocage et les inviter à participer dans la guerre d'Espagne. Vous verrez ce soir un des films, Le Martyr de la Catalogne, sur le bombardement de Barcelone et de Lleida, qui est impressionnant. La version originale est française, justement parce que l'objectif c'était consciencier le public français pour aider la Catalogne. Ça c'est d'une part. L'autre part très intéressante, c'est que l'Aia Films, c'était la collaboration entre le républicain catalan du gouvernement et le Parti communiste contre l'autre ennemi commun, outre le fascisme, c'était les anarchistes. Les anarchistes ont pris le pouvoir sur les syndicats de spectacle, ça veut dire le salle, le studio, la distribution, tout. Et pendant le premier mois de la guerre d'Espagne, à Barcelone, le documentaire officiel du gouvernement, il était interdit d'être monté dans le cinéma qui était contrôlé par les anarchistes. C'était la guerre dans la guerre. Et on n'en était pas au fait de match 37. Là, on a changé la situation. Ouais. Mais depuis le début de l'Aia Films, qui était novembre-décembre 36 jusqu'à mai 37, le documentaire, les hebdomadaires officiers étaient interdits dans le cinéma anarchiste. La guerre dans la guerre, ça c'est très important aussi.
Alors, la question qui se pose, la soirée de ce soir, est-ce que ça serait pas mal de faire ça à Paris? Parce que finalement, on est en France et tout se passe à Paris. Non, je vois Michel qui non, laisse-moi terminer. Non, toujours dans le message, justement, quitte à faire de la propagande, pour le problème des Parisiens, enfin de la France, c'est que elle a pas accès à cette image-là. J'ai encore vu un article dans l'Opinion qui parlait des Catalans mal malamène, comme on dit, en disant qu'ils abusent, etc. Je vous le montrerai après, c'est délicieux. Donc pourquoi, avec le soutien de Jean Vigo, organiser à la Filmothèque de Paris, voire à Bruxelles, comme ça, M. Puigdemont pourrait rentrer comme député au Parlement et à Bruxelles et à Strasbourg. Ça appartient à un programme que nous... C'est un outil. En tant qu'outil, vous avez aussi ce rôle-là. Ces séances appartiennent à un programme que nous appelons le basique du cinéma catalan. C'est 12 séances et on s'est promené par tout le monde dans ces dernières 4 années avec ces programmes qu'on a adaptés à différentes circonstances. On a fait un programme seulement sur la guerre d'Espagne, à partir de matériaux de nos archives, à UCLA, à Los Angeles, avec beaucoup de succès. On l'a montré aussi à la Cinémathèque de Luxembourg, c'est pas loin de Paris et de Bruxelles. Mais maintenant, nous sommes à Perpignan, et c'est Perpignan qui organise cette projection. Si après Paris veut faire des séances, nous serons ravis, ainsi qu'à Bruxelles. Ce qui est formidable, c'est que le Cinémathèque, nous sommes une grande famille. Nous nous connaissons tous, même nous sommes amis très proches depuis longtemps. Ce qui est le cas donc avec Michel, on se croise. Vous l'avez connu petit. C'est ça. On se croise des matériaux, des informations, des idées, des projets communs. On a fait beaucoup de choses ensemble, ici, là-bas, et alors on continuera. Et c'est la même avec la Cinémathèque française, c'est la même avec les amis de Bruxelles. Donc c'est très facile pour nous de nous communiquer. Alors, parce que l'interview est en train de se terminer, Michel va nous faire gentiment la speakerine pour nous parler du cycle cinéma catalan, s'il te plaît. Ah, tu l'as. Le cycle cinéma catalan, donc on ne revient pas sur la guerre civile en Catalogne. Ensuite, on passe un film qui est en castillan, mais qui est fait par un réalisateur catalan, qui s'appelle Llobet Gracia Lorenzo Gracia, qui est un film qui nous intéresse beaucoup pour une première raison, c'est que c'est effectivement une fiction, mais autour d'un cinéaste amateur. Et comme on a développé une réflexion sur le cinéma amateur. Et les livres qui vont avec. À laquelle participe aussi la Filmothèque de la Catalogne, puisqu'on a avec eux et avec la Cinémathèque de Toulouse, enfin bon, passons, un site commun sur le cinéma amateur, en mémoire filmique du Sud, .eu, pour ceux qui s'intéressent. Et c'est effectivement un film qui est intéressant, peut-être parce que aussi, c'est un film qui parle de la guerre civile. Il parle du cinéma et de la guerre civile. Et c'est un film qui a longtemps été un peu perdu, qui est retrouvé quand même depuis un certain temps. Et puis les deux autres films, alors La peau brûlée, La belle crémade, et La Plaza del Diamant, la place du diamant. Donc j'ai vu Diamant vert, mais c'est pas la peine. Ça n'a rien à voir. C'est La place du diamant. Ce sont donc de Frances Bétriou. Alors Frances Bétriou viendra le 14 novembre le présenter. Et La peau brûlée, c'est... Donc on aura peut-être l'occasion de la voir ici pour interview. Ça va être plus dur de le faire venir. Là, on le fait venir, mais c'est un peu compliqué. Ouais. On aura... et le 12, on passera La belle crémade de Josep Maria Forn. Alors, il y a une raison, outre toutes les raisons que Steph pourrait... c'est que c'était deux films que Marcel Homs nous a beaucoup montré. C'était avec celui de La Terra des Canons, celui qui était avant. Antonio Rivas, La ciudad cremada. Oui, la ciudad cremada. Dans La ville brûlée. Oui, de Josep Maria Forn. C'était
3 films qu'on a vraiment pour lesquels Marcel se battait, d'abord pour les montrer, et ensuite pour nous dire voilà, c'est un vrai cinéma qui est en train de renaître, hein, parce qu'il y avait le cinéma catalan avant, hein, qui est en train de renaître, et il insistait, on a fait l'Institut Jean Vigo, qui ne s'appelait pas encore l'Institut Jean Vigo, un énorme travail avec le cinéma catalan. On a même fait un colloque autour du cinéma catalan, et là c'était en 99, lorsqu'il y a eu d'énormes inondations, donc bon, on s'est débrouillé, mais on a un peu, une partie des gens n'ont pas pu venir tout simplement parce qu'ils étaient sous l'eau. Mais donc c'est la continuation d'un travail, c'est le retour sur un travail qui a été commencé par Marcel Homs, on a peut-être tendance, il est mort depuis plus de 20 ans, à oublier, mais qui s'est battu pour le cinéma espagnol et pour le cinéma catalan, en distinguant bien les deux. Donc on rappelle que c'est ce soir, 19h30, et on commence par quel film? On commence par un des films de Laia Film. Voilà. Un tapas de la Costa. Eh bien, Michel de la Côte. Ensuite, on continue par España al Día édition spéciale, c'est-à-dire un film vraiment les actualités espagnoles, les actualités catalanes. Et puis Catalunya Martyr, le martyr de la Catalogne, qui est effectivement en français et qui est un film sur les bombardements de Barcelone. Et puis on finira par un film de 1909, Barcelona en tranvia, c'est-à-dire en tramway, et qui est un film qui traverse Barcelone avec le tramway. Michel Cadet, Esther Riumbau, moltes gràcies, moltes mercès. Gràcies a vosaltres. I fins a les 7:30. Perfecte, moltes gràcies.